La politique suscite débat en République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bon après-midi, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre chez vous, devant vos postes téléviseurs. Nous parlons politique au travers de cette émission. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le gouvernement des Warriors, déjà mis en place, publié, mais il y a un problème qui se pose. Les députés pétitionnaires se disent pas être satisfaits et ne sont pas prêts, apparemment, d'investir ces gouvernements. L'insécurité à l'Est, mesdames et messieurs, c'est tous les jours, l'Est de la République du Congo n'est pas en paix. Nous allons vraiment en parler au travers de cette émission. Les journalistes congolais menacés, pour la plupart, ils n'ont pas pu maîtriser leur temps, leur période, leur liberté de la presse, Mazokoka. Donc, ils n'arrivent pas à mieux se saisir dedans. On va vraiment en parler au travers de cette émission. Tokomi Api Presse, Moïse Katumbi Chapoué, traité d'un argentier, donc un homme qui ne cesse d'acheter les journalistes en RDC. Notre invité fait partie des journalistes cités dans ces dossiers. Willy Bakonga, l'ancien patron de l'éducation nationale en RDC, interpellé par la justice. Demain, il va comparaître. Nous allons vraiment parler au travers de cette émission. Vous allez remarquer que je ne suis pas seul sur ce plateau. Je les tourne ou carrément. Je suis avec mes confrères. Allez, Shadrach Balabé Moari Baba, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Allez, aujourd'hui nous sommes avec notre invité, Claude Perrault-Louara. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on les reçoit avec toi. Oui, je sais que ça va chauffer. Nous allons parler de l'actualité au fond. On va parler de l'actualité. Ouais. Merci beaucoup. Notre invité, Perrault-Louara, je dirais Claude Perrault-Louara, il est patron du CEPEL TV, une chaîne d'information en tout cas qui monte quand même à grande échelle. Cet homme a fait parler de lui, semble être trop influente, surtout dans le milieu des jeunes. Claude Perrault-Louara, bonjour. Bonjour, bonjour à toi Arsène, bonjour à Déborah, bonjour à Shadrach. Ça fait toujours un grand plaisir d'être avec vous et de partager un même plateau. Et je voudrais tirer mon chapeau pour les efforts que vous fournissez dans le cadre de ce travail, pour la qualité de travail que vous faites. Merci. On est là, on vous suit et on vous soutient. Merci beaucoup. Claude Perrault-Louara, vous êtes le premier invité de cette émission. Ah bon? Bien sûr, nous avions décidé de vous recevoir en premier pour quand même vous donner la parole et éclairer à l'opinion ce qui s'est dit, parce qu'on parlait de vous, Claude Perrault-Louara. Combien Moïse Katumbi vous a remis pour parler de Moïse Katumbi? Donc, la sortie médiatique de Noël Tiani vous a en tout cas trop choqué apparemment. Vous n'avez pas été satisfaite ni d'accord. Moïse Katumbi vous a friqué et c'est parti. Non mais ça dépend, je peux te lancer un défi de me montrer une image dans laquelle moi je suis en train de faire les éloges de Moïse Katumbi. Katumbi c'est un acteur politique majeur dans ce pays, donc s'il fait des activités politiques où il émet des opinions, c'est tout à fait normal que le journaliste puisse faire leur travail. Mais de là à dire que je communique ou je travaille pour M. Katumbi, personne ne peut m'apporter la preuve. Alors je vous entends citer Monsieur Noël Tiani, pour qui j'ai énormément de respect. Noël Tiani le sait, il peut le témoigner. C'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup et sur le plateau et en privé. Donc c'est un bon débatteur, c'est un homme avec qui j'ai beaucoup d'échanges en matière de politique, en matière de notre pays, de développement de notre pays. Noël Tiani a mis sur la table une question importante, c'est un débat d'idées. Okay. Nous sommes en démocratie, la démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique. Et pourquoi la question vous gêne? Non, la question ne me gêne pas. La question, j'ai comme l'impression que Noël Tiani est en train d'ouvrir une boîte à Pandore qui nous créera des problèmes. Pourquoi? Moi, j'ai donné mon point de vue sur la question de la nationalité. C'est quoi mon point de vue? Noël Tiani estime que nous devons organiser les élections en 2023, mais pour que nous allions vers les élections, le Parlement doit réformer la loi électorale en insérant dans la loi électorale une incise qui obligerait tout candidat président de la République à pouvoir avoir une nationalité de père et de mère. J'estime que c'est un débat démocratique. Noël Tiani ne peut pas m'imposer, moi, à voir les choses comme lui. J'ai dit à Noël Tiani que c'est une pensée rétrograde. Pourquoi? Parce que quand vous lisez l'histoire juridique de ce pays en matière de nationalité, vous allez vous rendre compte que le Congo a passé des étapes pour arriver à asseoir la question juridique de la nationalité que nous avons aujourd'hui. La question de la nationalité était au départ une question des conquêtes. Il y avait les gens qui étaient des Congolais, d'autres ne l'étaient pas. Notamment nos compatriotes de Banyamulenge, on disait d'eux qui sont de Rwandais. Je ne vais pas ouvrir ces débats-là, je sais que c'est un débat très sensible. Alors les gens, pour avoir la nationalité congolaise, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de mener des guerres pour conquérir la nationalité. Les Congolais se sont retrouvés, ils se sont dit non, allons à Sun City. Une fois qu'on est arrivé à Sun City pour essayer de ravauder les morceaux du pays qui étaient en lambeaux,
on s'est dit, les Congolais, bien sûr, passons de la question de la nationalité conquête vers une nationalité droit. Donc, les gens se sont rendus compte qu'en faisant que certaines personnes se sentent dans l'obligation de conquérir la nationalité, nous mettons la patrie en danger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accordé la nationalité à tout le monde, en adoptant notamment l'article 10 de la loi sur la nationalité congolaise, qui stipule que, et Congolais d'origine, toute personne, tout citoyen, dont les parents ou les anciens, les arrière-parents étaient dans ce qu'on considère comme les territoires congolais avant 1959. En adoptant cet article-là dans notre constitution, nous donnons la nationalité à tout le monde pour éviter que des gens se sentent dans l'obligation de pouvoir conquérir la nationalité. Mais moi, je veux même qu'on aille au-delà, comme l'honorable Délis s'engage, je partage totalement son point de vue. Nous devons aller de la nationalité droit aujourd'hui vers la nationalité liberté, parce que la question de la nationalité, dans des pays modernes aujourd'hui, est une question de liberté. Un Français peut être français, il peut être allemand, il peut être américain. Donc, l'article qui rend exclusive la nationalité congolaise à l'heure actuelle, j'estime que c'est une question aberrante. Noël Tiani lui-même a des enfants qui sont américains parce qu'ils sont nés aux États-Unis, parce qu'ils vivent aux États-Unis. Ils s'appellent Tiani. On ne peut pas dire de ces enfants-là que ce ne sont pas des Congolais. Donc nous devons aller vers une nationalité liberté où chacun peut adopter la nationalité de son choix et enlever de notre constitution cette histoire d'exclusivité. Mais non, pendant que le monde évolue, moi je trouve assez anormal que Noël Tiani vienne nous amener un discours rétrograde qui va faire que le Congo retrouve des difficultés telles que c'était avant. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce qu'aujourd'hui, la question de la candidature de nationalité est gérée par une loi. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit pour être candidat président de la République au Congo, il faut être un Congolais d'origine. Qui est Congolais d'origine? Et Congolais d'origine, c'est lui qui est né soit d'un père, soit d'une mère congolais, ou c'est lui, tel que j'évoque dans l'article 10, dont les parents ou les anciens parents étaient ce qui est considéré aujourd'hui comme les territoires congolais en 1959. Je pense que l'arsenal juridique actuel résout clairement la question de la nationalité. Et j'ai dit que la loi, la règle du droit étant une règle abstraite, Noël Tiani veut se cacher derrière cette idée de réforme électorale, de la loi électorale, pour exclure M. Moïse Katumbi, dont on sait qu'un de ses parents n'est pas congolais. Et c'est là que le bas blesse. Ben exactement, c'est là que le bas blesse. Parce que votre pendule tend à être penché sur les intérêts de Moïse Katumbi. Vous les défendez, l'homme se sent très à l'aise au Katanga. Non, je défends pas Moïse Katumbi, je défends le Congo, je défends la paix. Noël Tiani est tout simplement la face visible d'un gros iceberg. Il y a des forces occultes aujourd'hui dans le pays qui sentent que aller aux élections en 2023, puisque le bilan n'est pas élogieux, ils se retrouveraient dans une situation où ils n'auront pas de discours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder dans le microcosme congolais aujourd'hui politique, je veux dire, des candidats sérieux et tenter de les écarter. Les candidats sérieux aujourd'hui, si on a élection, il y a Moïse Katumbi, il y a Jean-Pierre Bemba et il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, le Noël Tiani lui-même, c'est des candidatures fantaisistes. Hein. Non, il avait quand même dépensé ses frics. Il avait payé ses moyens. Il a eu combien de voix? Je ne veux pas manquer de respect. Il y en a des candidats fantaisistes comme ça, les Noël Tiani, les Sylvain Macheke, notre ami le vendeur de vestes, comment il s'appelle, les 7 Kikouni, voilà. Moi, je ne vais pas m'attarder. Gabriel Mokia. Mokia, non, Mokia c'est quand même un nom en politique. Je ne vais pas m'attarder sur ces candidatures fantaisistes, je parle des candidats. Alors, quand vous faites l'architecture, quand vous faites plutôt la lecture des candidats sérieux, vous aurez donc Katumbi, vous aurez Jean-Pierre Bemba, pas Bemba parce que Bemba a des problèmes au niveau de la Cour pénale internationale, encore que la loi. Vous avez Martin Fayoulou. Vous avez Martin Fayoulou et vous avez Moïse Katumbi. Alors, comme journaliste, on ne peut pas m'empêcher d'opiner et de me projeter vers l'avenir. En me projetant vers l'avenir, je vois les candidats supposés être sérieux qui pourront subir cette exclusion si, par malheur, la loi passait, si, par malheur, la volonté de Noël Tiani passait. Et parmi les 3 candidats sérieux qui se présentent devant nous, il y a Moïse Katumbi. Si c'était Martin Fayoulou, j'allais dire Martin Fayoulou. Si c'était Félix Tshisekedi, j'allais dire Félix Tshisekedi. Donc, j'ai dit que c'est Moïse Katumbi parce qu'évidemment, dans mon tableau des candidats sérieux, les seuls candidats qui pourraient se voir empêchés de compétir comme un candidat président de la République, c'est Moïse Katumbi. Ce n'est pas de là, j'ai à faire l'éloge de Katumbi, c'est une lecture, je dirais même scientifique, d'une situation. Est-ce que déjà, naturellement, vous êtes katumbiste?
Je peux pas. C'est une question qui vous a été déjà posée. Non, mais je connais même pas les catombismes, mais c'est quoi? Je connais même pas les catombismes, mais c'est quoi? Je suis journaliste. Le jour où j'ai décidé vraiment de pouvoir, comment dire, adopter une idéologie de quelqu'un ou d'un parti politique, je prendrai mon courage pour venir dire, écoutez, aujourd'hui je suis tel, je suis tel. Il y a des journalistes qui se présentent étant comme proches des Katumbi dans ce pays. Ce sont mes amis d'ailleurs. On sait aujourd'hui que si on cite tel journaliste, lui il est proche des Katumbi, tel journaliste est proche des Félix. Qui par exemple? Non, je ne suis pas venu ici pour parler des gens, je ne suis pas venu ici pour parler de mes amis. On peut non, mais toi, personne ne peut nous interdire de dire que John Lungila est le plus proche de Joseph Kabila. Non, attendez. Ça s'est dit. D'ailleurs, au travers de votre plateau, vous le dites. Je ne cite pas les noms des confrères ici, mais tu es dans l'arène médiatique. Tu peux aujourd'hui, en faisant un scannage des profils journalistiques de gens, dire que ça c'est un journaliste pro Katumbi, ça c'est un journaliste pro Bemba, ça c'est un journaliste pro Kabila, ça c'est un journaliste pro tel. Si vous faites ces scanages-là, très modestement, vous n'allez pas dire que Perrault c'est un journaliste katumbiste. Non. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé CPL Télévision, tout le monde me disait, je m'attaquais à Kabila. Et ça veut dire quoi, CPL Télévision? CPL Télévision veut dire Claude Perrault Loire à télévision. Voilà. Merci beaucoup, on y va. Quand j'ai fait CPL Télévision, au départ on disait que je m'attaquais à Kabila parce que je suis Kassaïen, j'ai défendu mon frère Tshisekedi. Après, j'ai eu quelques mailles à partir avec M. Fayoulou parce que j'ai pensé que Fayoulou devait soutenir M. Tshisekedi dans l'idée de s'écarter de Kabila. Maintenant que M. Tshisekedi prend une route qui, à mon avis, est une grosse erreur, quand je l'ai dit, on dit que c'est Katumbi. Non, je pense que le Congo est plus important. Ce qui doit nous unir doit être plus important que ce qui nous divise. Et en plus, j'appelle les gens à pouvoir me rencontrer sur les arguments que j'avance, au lieu de trouver des faux fuyants, voilà, racontant des choses qui ne sont pas vraies. Je suis journaliste et j'ai fait mon travail. Quand je soutenais M. Félix Tshisekedi, qui m'a donné l'argent? Parce qu'il vous souviendra que moi j'avais transformé mes plateaux à une plateforme de soutien à M. Tshisekedi et à une plateforme de soutien à l'Union Sacrée. Et qui me donnait de l'argent à cette époque-là? C'est M. Tshisekedi? C'est qui? Maintenant que j'estime que M. Tshisekedi, dans le cadre de l'Union Sacrée, prend une route qui, à mon point de vue, va nous amener droit vers un mur, si je l'ai dit, on dit que c'est Katumbi. Non, il faut arrêter la politique du bouc émissaire. Nous devons nous regarder en face, nous poser des questions importantes et apporter des réponses qu'il faille. C'est vraiment clair. Merci beaucoup, Claude Perrault Loire. Deborah Makumba. La seule question que moi j'ai à te poser est qui est derrière Claude Perrault Loire? Parce que, en t'entendre parler, nous avons une façon là à écouter, c'est comme si vous êtes tellement sûr de ce que vous êtes en train de dire, parce que vous savez là où vous êtes appuyé. Non, pas du tout. Je m'appuie sur mes convictions. C'est important ce que je veux dire. Je ne voudrais pas évoquer mes accointances spirituelles, parce que le Congo étant un pays laïque, je ne veux pas faire des prêches ici. Vous savez, lorsque dans la vie, vous n'avez pas une chose pour laquelle vous êtes prêt à sacrifier la vie, vous ne méritez pas de vivre. Vous devez avoir des objectifs, des piliers pour lesquels vous êtes prêt à sacrifier votre vie, votre famille, votre pays. Il faut que vous ayez des convictions. Et moi, ce qui est derrière moi, ce sont mes convictions. Pour mes convictions, je suis prêt à me battre. Pour mes convictions, je suis prêt à rentrer dans l'arène. Et ça, je l'ai forgé tout en étant jeune. Moi, je ne suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche, comme d'autres. J'ai perdu mon père, j'étais trop jeune, j'avais 7 ou 8 ans. J'ai grandi grâce à la bravoure et à la ténacité de ma mère. Trop jeune, j'ai appris à me battre contre la vie et contre l'adversité. Et ça a forgé le personnage que je suis, ça a forgé la personne que je suis. J'ai vécu comme ça. Donc j'ai des convictions, ce qui est derrière moi, ce sont mes convictions. Mes convictions, et parmi ces convictions-là, c'est l'amour de ce pays. Je pense que nous devons nous organiser pour arrêter cette inadéquation qui existe entre un pays potentiellement riche, mais dans les faits pauvre. Nous devons faire de notre mieux pour arrêter cette classe politique qui nous amène droit vers un mur. Nous devons avoir des Congolais compétents, des Congolais intelligents qui aiment leur pays et qui sont prêts à se sacrifier pour leur pays. Derrière ces choses, je marque bout et derrière ces choses, je travaille. Shadrack Balabébé. Perrault Loire, enfin, le gouvernement Samaloukonde est mis en place. Est-ce que vous croyez qu'il y aura des retombées positives concernant les discours des chefs de l'État qui nous avait dit qu'il a constaté? Ça fait 2 ans, le pays était bloqué, rien ne marchait. Il s'est décidé de créer l'Union Sacrée pour sortir le gouvernement qui va améliorer la situation de la population congolaise. Est-ce que vous... J'ai fait un édito dans lequel je suis largement revenu sur cette question-là. Malheureusement, dans le pays, je me rends compte que ceux qui hier prêchaient pour l'état des droits, qui hier prêchaient pour la liberté d'expression, la liberté de la presse, n'acceptent pas des critiques aujourd'hui, parce que vous allez vous rendre compte que la question des insultes et des injures est devenue aujourd'hui le centre des communications politiques de certaines personnes. Le gouvernement, je souhaite la très bonne chance à ce gouvernement.
je tire quelques éléments de ce gouvernement. D'abord, je voudrais tirer mon chapeau au président de la République. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ce que le président a fait, vous vous rendez compte que M. Tshisekedi a réussi à faire des attellages très compliqués. Il avait des partenaires nouveaux qui étaient rentrés avec lui, notamment M. Bemba et M. Moïse Katumbi. Il fallait absolument satisfaire ces nouveaux alliés. Il a réussi à les faire. Chapeau à lui. Le président de la République a réussi à renouveler à 90 ou 80% cette équipe gouvernementale. C'était mon cheval de bataille. Je disais au président de la République, je refuse de voir Mende au gouvernement. Je refuse de voir Steve Mikaï au gouvernement. Je refuse de voir tous ces noms. Quand même qu'il y en a d'autres. Hein, je n'aurais pas voulu que Jean-Lucien Boussa revienne au gouvernement parce que j'avais besoin du renouvellement. Mais ce n'est pas grave. Le président a quand même fait de son mieux pour renouveler. Chapeau bas à lui. Quand vous regardez le gouvernement, vous vous rendez compte que le président a fait un effort pour aussi renouveler la classe politique. Il y a beaucoup de jeunes, les Patrick Mouyaya, les Guy Loano, les Aminata, les Moïdo Nzangi, c'est des jeunes. Le président a voulu donner un sang nouveau. Ça, c'est une bonne chose. Je lui tire mon chapeau. Il y a aussi la question du gender. C'est un gouvernement où vous avez plus une grande représentativité des femmes. C'est bon. On leur souhaite bonne chance parce que s'ils réussissent, ça sera le bon pour le Congo. Mais je ne suis pas naïf. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit que ce gouvernement ne fera aucun miracle. Parce que scientifiquement, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Par quel bout vont-ils prendre le Congolais pour changer notre histoire? Je regarde ma caméra, j'ai dit aux Congolais, les gens n'aiment pas ces discours, mais moi je suis sincère avec moi-même, je suis honnête avec moi-même. J'ai dit, ne vous attendez rien, il n'y aura pas de miracle. Pourquoi? Regardez les amis, nous sommes dans une situation où tous les indicateurs, que ce soit macroéconomique, que ce soit les indicateurs sociaux, tout est au rouge. Vous savez que le Congo, à l'heure où nous parlons, le pays est en cessation de paiement. À l'heure où nous parlons, nous sommes... En termes des réserves d'échange dans la banque, nous sommes à moins de 2 semaines. Or, la moyenne reconnue mondialement, c'est 4 semaines minimum. Le Congo, dans ses réserves d'échange en dollars, aujourd'hui, se situe aux alentours de 400 millions de dollars américains. Quand vous prenez un pays comme le Nigeria, nous sommes à 55 milliards de dollars américains. C'est-à-dire que tous les indicateurs sont au rouge. Soit dit en passant, Kabila a laissé ses réserves d'échange à plus d'1 milliard de dollars. On peut l'insulter. Hein. Je ne veux pas faire ici l'avocat de Kabila parce que je reste convaincu que Kabila a été un très mauvais président et qu'il a détruit le pays. J'en viens à ce que j'ai dit. Alors, quand vous prenez ces indicateurs qui sont au rouge, quand vous prenez les dépassements budgétaires qu'on a, auxquels on assiste dans nos institutions, quand vous lisez les tout derniers rapports de l'ONEP, vous allez vous rendre compte que M. Tshisekedi, dans son cabinet, il a dépassé les 113% entre janvier et février. Donc la présidence à elle seule a dépensé 30 millions de dollars américains. Au mois de février et mars, le rapport de l'ONEP les stipule, le pays payait 2 premiers ministres. Totalité, 7 millions de dollars américains. Donc nous sommes dans une situation catastrophique. Ces gens sont nommés au mois d'avril. Nous sommes au mois d'avril, pour un budget d'à peu près 3 milliards de dollars américains, qu'on ne va pas totalement recouvrer, soyez-en sûrs. Ils vont nous avancer l'argument de Covid, des choses comme ça. Parce que Lukamba d'ailleurs, bien qu'il nous avait proposé son budget, n'a pas été... Non, ils ne vont pas les recouvrer. Cher ami Chadrak, nous sommes au mois d'avril, dans 5 mois, nous serons au mois de septembre. Le mois de septembre est réputé pour ouvrir la porte à la session parlementaire du mois de septembre consacrée au budget. Est-ce que vous pensez qu'en 4 et 5 mois, ces gens seront capables de boucher tous les trous pour nous proposer un budget de 10 milliards par exemple? Ça sera impossible. Donc d'après vous, les gouvernements ne projettent pas les bonheurs du population? Non, j'en viens, laissez-moi terminer. Ce que je dis est très important. Je voudrais rester d'abord scientifique. Ce que j'ai dit ici, c'est vraiment un cadrage scientifique. Ça n'a rien à voir avec mes options personnelles. Non. J'ai dit scientifiquement, ils ne nous feront aucun miracle. Parce que le cadrage macroéconomique, la relance économique dans un pays, la restructuration d'un pays, ce n'est pas de la génération spontanée. Nous ne sommes pas à l'église ici, les amis, où les gens vont dire, levez les mains, recevez des maisons en Espagne, tout le monde dit Amen, Amen. Non. Ici, il faut programmer. Il faut mettre en place des plans structurels pour la relance de l'économie du pays. Il faut mettre en place des plans structurels pour boucher les trous et recouvrir les caisses de l'État. Jusqu'à l'heure où vous et moi on parle, il n'y en a pas ces plans-là. Les gens naviguent à vue. Donc, scientifiquement parlant, c'est impossible. Quand on va arriver au mois de septembre, ils vont adopter un budget. Et l'année prochaine, nous sommes déjà en 2022, une année préélectorale. La psychologie congolaise aidant, ceux qui sont au pouvoir vont s'organiser pour se remplir les poches et préparer les élections. Et l'année 2022 est une année trouble, parce que c'est une année qui va consacrer l'année qui viendra après les élections. On doit faire les réformes électorales, on doit mettre en place la CENI, on doit commencer à savoir les budgets. Est-ce que vous pensez que le social des Congolais, scientifiquement parlant, ici, je voudrais vraiment qu'on réfléchisse.
Est-ce que vous pensez que dans ces contextes-là, ce gouvernement fera quelque chose? Non. Moi, je ne suis pas naïf. Je ne crois pas que ces gens vont faire un miracle. Je demande aux Congolais de ne pas croire qu'ils vont manger boire avec ce gouvernement. Mais j'attends quoi de ce gouvernement? Je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Ce que le gouvernement peut faire, c'est poser des jalons. Ils ne peuvent pas nous apporter un miracle et changer notre situation, mais ils peuvent poser les jalons. Le jalon d'un État moderne. Un État moderne, c'est un État où le sérieux s'est fait remarquer dans la gestion des affaires de l'État. Le sérieux s'est fait remarquer dans la gestion des biens de l'État. Le sérieux s'est fait remarquer dans la tenue des animateurs des institutions de l'État. Ça, ils peuvent le faire. Ils peuvent poser des jalons sur les réformes. C'est possible de lutter contre la corruption. Même si on ne peut pas gagner, on peut ne fût-ce que lancer ça. Pas ces actions spectaculaires que je vois ici. Rappelez-vous, le président a multiplié des agences ici, dont cette agence de lutte contre la corruption. Vous tous, vous le savez, premier fait d'armes, on les a pris en flagrant délit en train de se faire corrompre eux-mêmes dans une banque ici à Kinshasa. Donc nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Mettre en place des mécanismes pouvant nous aider à reformer la République et à poser des jalons du développement et des jalons des sérieux quant au fonctionnement de l'État. Ça, ils peuvent le faire. Ça, ils peuvent le faire. Ils peuvent poser des bases. Ils peuvent commencer à poser des bases pour que nous ayons un État qui respire l'ordre, un État qui respire respect des textes. Mais de là à croire qu'ils vont faire un miracle pour vous donner l'eau et l'électricité, moi je ne suis pas naïf, je ne crois pas. Pero Louara, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a consommé pratiquement la moitié de son mandat. Mais nous constatons qu'il y a une fissure, un divorce entre les idées des chefs de l'État et la réalité sur le terrain. Quelles sont les causes? Les idées du chef de l'État, c'est lesquelles? Je ne connais même pas ces idées. L'état des droits, il va prendre sur... Non, mais vous savez, les gens vont dire que Perrault n'aime pas les présidents, Perrault raconte des choses. Moi, le problème, c'est que je suis tout simplement réaliste. Écoutez, vous dites que les idées du président de la République, premièrement, je ne connais pas les idées du président de la République parce que le président de la République est très mal vendu. Ça, c'est pas lui, ce sont ses services de communication. Vous savez que les services de communication du président de la République ont été décriés depuis longtemps. D'ailleurs, lui-même était le premier à comprendre parce qu'il vient de faire des réaménagements. Les lois Kabwanga, les tralala ont été mis de côté. Il est allé chercher une autre... que vous avez attaqué, même le nouveau patron de la communication présidentielle a été attaqué par Perrault. Ne nous éparpillons pas, vous n'avez pas été d'accord avec lui. Ne nous éparpillons pas. Je suppose que lorsque on s'engage à exercer dans le cadre d'une mission publique, on doit accepter les critiques. Okay. L'occupation des fonctions publiques est toujours accompagnée des critiques. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique, si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, restez avec votre femme et vos enfants à la maison. Vous ne pouvez pas être directeur des communications de la première institution du pays, parce que le président de la République est le seul individu de tous Congolais qui à lui seul est une institution. Vous êtes président de sa communication et vous ne voulez pas qu'on les critique. Donc c'est normal. Quand vous faites quelque chose, certains Congolais estiment que c'est bon, ils vous applaudissent. D'autres peuvent dire que c'est pas bon, ils vont vous dire. Donc je n'ai aucun problème contre M. Eric Nindou. Je l'appelle tout simplement à faire son travail. Parce qu'après, j'ai entendu certaines mauvaises langues raconter leurs histoires, que j'étais en train de regarder, que j'attendais, qu'on me rapproche. Je ne suis pas là. Le problème, c'est qu'il fasse correctement son travail. J'en viens à ce que vous m'aviez posé comme question, les idées du président de la République. C'est quoi les idées du président de la République? C'est ce que je reproche effectivement au président de la République. Parce que vous avez lancé votre émission ici, vous allez recevoir les hommes politiques. On vous parle de l'union sacrée. Moi, je leur pose la question, l'union sacrée, c'est quoi? Personne n'est capable de me circonscrire, c'est quoi l'union sacrée? Tous ils disent c'est la vision du président de la République. Oui, mais c'est quoi cette vision? Personne. Alors personne ne peut vous dire clairement que la vision de l'union sacrée partira de ça et de ça. Vous avez sorti un autre mot, le peuple d'abord. C'est quoi le peuple d'abord? C'est bon, lorsqu'on est à l'opposition, de pouvoir lancer des slogans, parce que l'objectif est d'avoir une masse autour de soi. Mais quand on quitte l'opposition et qu'on arrive au pouvoir, on doit arrêter avec les slogans pour aller vers les actions concrètes. Vous devez nous dire en 2 ans que les peuples d'abord, voici ce que je ferai comme peuple d'abord, dans les 2 ans qui me restent, on partira de ça, on partira de là-bas. Ils ne sont pas capables de le faire. Ils veulent que nous soyons un royaume d'applaudisseurs autour des slogans qui en réalité ne sont pas accompagnés des pratiques. Moi, Perrault Louara, j'ai dit non, je n'accepte pas cette situation-là. C'est tout ce qui me vaut toutes les critiques. Vous me demandez une question sur les idées du président de la République. Vous me dites que les idées du président ne sont pas en adéquation avec ce qu'il est en train de faire. Je ne connais pas ces idées-là, moi. Tout ce que je sais, c'est lui qui l'a dit, que le président de la République a beaucoup promis. Tout le monde le constate. Et puis après, on va me dire que, attends, tu es assez dubitatif, tu es assez allergique, on m'affable un peu de tout. Bon,
Pourquoi seulement PO? Il n'est pas à la fin de son mandat. Il y a beaucoup de journalistes. Non, il n'est pas à la fin de son mandat. Laissons-lui le temps de travailler et verrons, on fera le point à la fin de son mandat. Mais c'est comme j'ai dit, la réussite s'est construite. Quand je regarde ce qui se passe, j'ai comme l'impression que les prémices ne sont pas bien posées. Moi, je ne m'attendrai pas à une conclusion concluante. Malheureusement, je ne m'attendrai pas à une conclusion satisfaisante parce que j'ai l'impression que les bases, les fondements et les prémices ne sont pas bien posées. Donc voilà. Alors, parlons un peu de cette affaire de la révolution parlementaire. Les députés pétitionnaires menacent de ne pas investir ou assister à l'investiture du gouvernement sous prétexte qu'ils n'ont pas été considérés ou carrément impliqués dans cette affaire du gouvernement des Warriors. Ils disent, selon les informations de notre possession, ils ont demandé 50 000 $ à chacun pour quand même faire asseoir leur décision et s'aligner derrière ces gouvernements. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Non, mais mon analyse, c'est, si vous avez l'habitude de me suivre, c'est des choses, sans être prophète, que j'avais prédit. J'avais prédit que le président de la République va aller droit vers un mur avec ces gens. J'avais prédit que l'union sacrée que moi j'ai soutenue hier, ce n'est pas celle que je suis en train de voir. Est-ce qu'ils n'ont pas raison par exemple? Avant d'entrer dans ce qu'ils font, c'est quoi le problème? On ne peut pas demander aux gens d'adhérer à une vision, d'adhérer à une idée, sans pour autant fixer le contour de cette idée-là, sans pour autant mettre les frontières autour de cette idée-là, et attendre un comportement digne de la part de ces gens-là. Quand vous regardez l'union sacrée aujourd'hui, moi j'ai soutenu l'idée de l'union sacrée. Pourquoi je l'ai soutenue? Que vous ignorez jusqu'aujourd'hui parce que vous ne savez pas comment définir cela. Pourquoi je l'ai soutenue? Je donne ce que j'ai soutenu. Okay. Pour deux raisons. La première des choses, deux ou trois. La première des choses, idéologiquement, j'ai trouvé assez anormal que M. Tshisekedi, fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui s'est battu pour l'état des droits, pour la démocratie pendant 37 ans, se retrouve en train de convoler annonce avec un Kabila rebelle qui est venu en botte à caoutchouc avec des matelas sur la tête, dans des conditions que l'on sait. Comment ça? Avec un Kabila qui, pour moi, était un très mauvais président, qui a détruit le Congo, un homme qui n'a pas respecté les droits de l'homme. J'ai trouvé qu'idéologiquement, il y avait contradiction entre quelqu'un qui est issu de l'école du peuple d'abord avec son père, et l'autre qui lui est venu en rebelle et qui a détruit le pays. Premier élément. Deuxième élément. J'ai trouvé assez anormal que le président de la République aille convoler annonce avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes visions que lui. Parce que le président nous a fait quand même rêver. Et troisièmement, j'en avais marre de cette idée du bouc émissaire. J'étais mal à l'aise que ceux qui sont arrivés au pouvoir justifient les insuffisances, les demandes du peuple par Kabila. Maïzate, Kabila bloc. Koura Ezate, Kabila bloc. Léopard Apoli, Kabila bloc. Attendez, j'ai dit mais non, soutenons le président alors à se débarrasser de Kabila pour enlever entre la bouche du président et de ses affidés ces boucs émissaires. Comme ça, on pourra regarder de manière impitoyable le président de la République pour lui demander des choses. C'est pour ces raisons-là que j'ai soutenu le président de la République. Et l'idée que je me suis fait de l'union sacrée, c'était l'idée de la rupture. J'ai dit que Kabila a échoué, Kabila a posé des postulats et des axiomes qui nous ont amenés vers la dérive. Le président de la République doit incarner un leadership de changement. Pour moi, l'union sacrée, c'était la rupture. Kabila individu, Kabila système, Kabila anti-valeur. Malheureusement, le président se débarrasse des Kabila individus, le président prend toutes les anti-valeurs. Autrement décrié, le président ne fait pas la frontière entre des choses autrefois décrites auprès de Kabila et ce que lui veut. Le président ne pose pas des frontières. Il ne dit pas aux gens, voici les limites. Ça, je ne veux pas. Voici pour le pays. Le président ne fait pas ça. C'est d'ailleurs pour ça que je suis contre l'union sacrée. Mais non, quand les gens embarquent dans un bateau et ils ne connaissent pas le contour, ils ne connaissent pas ce pourquoi ils sont là, ce qui arrive devait arriver. Je l'avais prédit. Ce qui arrive est tout simplement un problème. Le problème, c'est que l'union sacrée aujourd'hui n'a pas de lead. L'union sacrée aujourd'hui n'a pas de vision. Je ne parlerai pas comme Nemalemba que j'ai reçu sur mon plateau. Lui, il est allé plus loin en disant que le problème de l'union sacrée aujourd'hui, c'est le leadership. Nemalemba a dit que le problème de l'union sacrée, c'est le leadership défaillant du président de la République. Bon, peut-être qu'il a raison. Il faut que le président de la République se reprenne. Il faut qu'il tape du poing sur la table. Il faut qu'il fixe les lignes. Il faut qu'il fixe les frontières. Il faut qu'il récupère la situation en main parce que là, on est vraiment en train d'aller vers le mur. Alors, les députés pétitionnaires ont raison ou tort parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il paraît qu'ils ont
demander à ces... Non, mais ils ont dit que ils ont dit que le président ne leur a pas donné ce qu'il a promis. Qu'est-ce que le président leur a promis? Moi, je n'étais pas là. C'est ce qu'ils disent. Leurs revendications, ce qu'ils ont demandé, ils ne sont pas satisfaits par rapport à ce qui leur a été promis. Qu'est-ce que le président a promis? Quel que soit ce que le président a promis, ça rentre en contradiction avec mon idée de l'Union sacrée. C'est-à-dire que le président n'a pas pu incarner un leadership de changement en mettant en place l'Union sacrée. C'est ça la grosse bêtise. Il pourra résoudre ces problèmes aujourd'hui. Demain, les mêmes problèmes viendront. Parce que l'Union sacrée n'a pas de vision claire, n'a pas de ligne. Donc, vous posez des postulats, vous posez des prémices, et vous attendez quel résultat? Manga sende robota manga sende. Ngouba et robota ngouba. Ne posez pas Ngouba, posez la massa Malobi. Non. Le président et l'Union sacrée ne récoltent qu'est-ce qu'ils ont semé. Merci beaucoup. Déborah. Claude Perrault-Louara, ne penses-tu pas que tu en fais de trop? C'est-à-dire? C'est-à-dire tu es trop dans le pessimisme. Je suis dans le réalisme, je ne suis pas dans le pessimisme. Les gens sont habitués à avoir des dialoguistes. Nous sommes en politique. La politique est une science. La science est caractérisée par des éléments. Ici, les gens veulent vous amener dans un monde chimérique où il faut rêver. Moi, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. J'ai fait une étude sur base des éléments que je vois en présence. Et depuis que je commençais à parler, j'ai l'impression que les faits me donnent raison. J'avais dit ici que l'Union sacrée va commencer à poser des problèmes. Nembalimba a même dit que 6 mois après la publication du gouvernement, il y aura des problèmes. Mais là, on n'a même pas fait un mois, on a déjà les premiers problèmes. Parce que les prémices sont mal posées. J'aime ces pays, j'aime le président de la République. Je souhaite que le président de la République réussisse. Sur ses épaules, il y a un grand nom, Tshisekedi. Tshisekedi Wamulumba des Roses Mémoires, c'est un homme qui a sacrifié sa famille, sacrifié sa vie pour ce pays. Je suis heureux que son fils soit président de la République. Et son fils doit comprendre que sur ses épaules, il a le nom de son père. Je voudrais qu'il réussisse. Mais pour qu'il réussisse, il doit réformer peut-être sa manière de faire. Il doit poser de nouveaux postulats. Il doit taper du poing sur la table. Il a trouvé un pays en lambeaux, un pays en miettes, détruit complètement par Kabila. Et quand vous prenez la succession d'un pays comme ça, vous devez taper du poing sur la table. C'est ce que j'attends du président de la République. Je ne dis pas que le président doit venir avec une baguette magique. Soit dit en passant, le président a tout mon soutien dans le cadre de son travail. Mais je suis seulement réaliste. Le président, je n'attends pas que le président vienne avec une baguette magique en agitant pour que le Congo aille le mieux. Je ne veux pas que le président, je ne dis pas que demain, que le président de la République mette des métros ici. J'attends que le président pose des jalons. C'est possible que les jalons de la bonne gouvernance soient posés. C'est possible que les jalons du respect de l'État soient posés. C'est possible que les jalons du respect des biens de l'État soient posés. C'est possible que les jalons du sérieux dans le fonctionnement des institutions et de leurs animateurs soient posés. C'est tout ce que j'attends de M. Tshisekedi. En tout cas, je me joins d'abord à la question de Déborah, parce qu'aujourd'hui, on dit que ça n'est de trop avec les journalistes, surtout engagés, parce que la liberté de la presse commence à, en tout cas, motiver les journalistes d'en faire libertinage. Aujourd'hui, des interpellations, nous commençons d'abord par vous-même. Vous avez été interpellé donc, à plusieurs reprises. Pas plus tard qu'hier, Israël Mutombo interpellé. Le patron de cette chaîne Tokomeb Télévision à son époque a été interpellé. Peter Tiani, n'en parlons même pas. Daniel Safou, plus de 47 arrestations, il a toujours appelé. Mike Moukeba, n'en parlons pas. C'est quoi juste avec vous? Est-ce que c'est ça la révolution de la presse ou qu'est-ce qui vous motive? Moi aussi, je vais ajouter un mot là-dessus. La liberté de la presse présuppose une responsabilité. Mais aujourd'hui, la majorité des journalistes ne sont plus responsables de leurs propos. Apparemment, la presse, nous, journalistes, nous sommes sacrifiés par nos aînés, qu'on se les dise. Bon, beaucoup de choses. Vous dites beaucoup de choses. Je vais tenter de répondre. Mais avant de répondre, je voulais corriger quelque chose. Vous parlez des journalistes engagés. C'est un concept que moi, je ne connais pas. Moi, je ne me suis jamais présenté comme journaliste engagé. Donc, j'ai fréquenté ceux qui disent être de journalistes engagés. Ce sont tous mes amis. Je partage beaucoup de choses avec eux. Mais sur le concept de journaliste engagé, je ne me suis jamais considéré comme étant un journaliste engagé parce que je ne connais pas le contenu sémantique que les gens donnent à ce concept de journaliste engagé. Je suis tout simplement journaliste. 5 ans à l'université, j'ai un diplôme de journalisme en politique extérieure ici à l'IFASIC. C'est ce que je réclame. Je suis journaliste. Journaliste engagé, non. Maintenant, vous me parlez de la responsabilité. La question de la liberté des presses rime avec la responsabilité de ce que les journalistes disent. Revenons sur un cas précis, Shadrach. Israël Mutombo a été interpellé hier. Qu'est-ce qu'il a dit? Israël Mutombo a tout simplement demandé aux Congolais de se prendre en charge. Comment voulez-vous que vous puissiez être dans un pays? On tue les gens chaque jour. Que vous assistiez à
à ce silence-là, coupable, à cette insouciance, cette irresponsabilité de nous tous Congolais. Comment est-ce que quand un seul individu puisqu'il s'appelle Luca Attanasio et qu'il est ambassadeur d'Italie, abattu à l'est de la République, dans les mêmes conditions que nos compatriotes, on a l'impression que le monde s'est arrêté de tourner, comme si lui, il avait du sang vert dans ses veines. Le lendemain de cet assassinat-là, 10 autres Congolais ont été assassinés, on n'en a même pas parlé. Moi, j'étais scandalisé. J'ai vu les communiqués de tous nos hommes ici. La présidence de la République signe un communiqué. La primature signe un communiqué. Le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires pour compatir à ce qui arrive à Luca Attanasio. Pourquoi pas à nous, Congolais? Et si un journaliste, conscient de cela, devant son micro, devant sa caméra, il appelle à une prise de conscience de la communauté, est-ce qu'il faut l'arrêter? Est-ce que le problème, ce n'est pas les gens qui nous regardent, qui ne supportent pas la critique? Est-ce que ce n'est pas là qu'il faut aller chercher le diable? Prenons un cas simple. Vous avez évoqué le cas d'Israël Mutombo. Vous lui reprochez quoi? On dit de lui qu'il a désarmé les militaires en disant que les militaires gagnaient $20 de primes de guerre. Mais c'est vrai. Tout le monde sait que c'est vrai. Tout le monde. Est-ce qu'il a menti? C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'il a menti en disant que les militaires touchent $20? Si on peut apporter des preuves contestant les allégations d'Israël Mutombo, que je ne confirme pas, peut-être pas ici, là, mais est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on ne tue pas les gens à l'Est? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se réveille? Est-ce qu'il ne faut pas que nos compatriotes sentent que leurs questions, leur situation préoccupe toute la République? Pour avoir dit ça, il faut qu'on l'arrête. Et quand on arrête un homme comme ça, vous voulez parler du libertinage. Le problème, c'est ce que lui dit, ou le problème, c'est ce que les autres ressentent? Est-ce que ce n'est pas les autorités qui font des brimades contre la presse? Je reconnais que dans notre presse, il y a beaucoup de choses à faire. Je reconnais qu'il y a beaucoup de moutons noirs dans la presse. Je reconnais que l'exercice du travail des journalistes aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Je reconnais que parfois, je ne suis pas fier d'être appelé journaliste. Parce que quand je vois ce qui se passe dans nos médias, quand je vois ce que ceux qui prétendent être des journalistes font, je suis mal à l'aise. Mais dès là, il y a moyen quand même de faire bien les choses. Arrêter les journalistes et penser qu'il y a des libertinages aujourd'hui, je ne crois pas. Moi, je crois Ce pas. qui est vrai, c'est par rapport aux reproches qu'on vous faites, mais parlons un peu de l'insécurité à l'Est. Assister à des effusions de sang à tout moment, c'est presque tous les jours qu'on vive des situations, en tout cas trop compliquées qui se passent à l'Est de la République. Qu'est-ce que vous en dites, étant que Congolais à part entière? Ah ben quand je vais dire encore ici, on viendra m'arrêter. Non, demain, vous allez dire quand même. Ah ben attendez, et puis demain, s'il faut éradiquer, non, mais et puis demain, vous allez dire que, bah écoutez, c'est les libertins. Non, mais le problème est simple. Deux choses qu'il faut faire. Et moi, j'en appelle toujours au président de la République. Pour moi, résoudre la question de l'Est de la République passe par deux choses. La première des choses, nous devons avoir une armée dissuasive, républicaine, sérieuse et professionnelle. Pourquoi? Nous sommes un grand pays, 2 345 410 km² de superficie, 9 frontières autour de nous. Au-delà du fait que nous sommes un grand pays, tous les métaux précieux cherchés à travers le monde se trouvent ici chez nous. Nous ne pouvons donc pas éviter la convoitise des gens. Vous présentez une émission avec Déborah, elle est très belle. Elle ne peut pas empêcher, quand elle descend, que les hommes accourent vers elle. Le problème, ce n'est pas ces hommes qui viennent vers Déborah. Le problème, c'est la disposition de Déborah elle-même. Ouais. C'est à elle de dire non. Moi, je suis jeune, je suis étudiant, je termine d'abord mes études, j'ai des priorités, j'ai des parents à honorer. Mais elle ne peut pas s'en prendre aux gens qui viennent vers lui parce qu'elle est belle. C'est comme ça que le Congo est. Nous ne pouvons pas dire le problème c'est le Rwanda, le problème c'est l'Ouganda. Nous ne pouvons pas tout le temps trouver des boucs émissaires. Le problème c'est que nous devons nous asseoir. Qui vole l'argent des militaires? Qui vole les munitions des gens? Il faut que nous nous mettons assis, que nous décidions de ce que nous devons faire pour réformer notre armée. Cette armée qui a des vaillants, mais le problème que je repose, c'est l'organisation autour de cette armée. Premier élément. Deuxième élément, nous devons être capables d'identifier la menace. Pour moi, la menace, c'est quoi? Ce sont les tireurs de ficelles. Mosso l'a dit, camarades, collègues, quittez les groupes armés. Ceux qui tirent les ficelles de cette guerre, là, c'est de la République, sont connus. Certains sont ici avec nous dans Kinshasa, dans nos institutions. Si nous ne réussissons pas à les identifier, à les traquer et à les punir, la paix dans l'Est de la République ne reviendra pas. Dans deux choses, avoir une armée dissuasive. Deuxième chose, traquer les tireurs de ficelles et les punir. Parce que quand vous traquez ces gens-là, vous les identifiez, vous les traquez, vous les punissez, vous créez deux effets. Un effet psychologique et un effet pédagogique. La psychologie, c'est que faites attention. La pédagogie, ce qu'on a vomi,
Joseph Abomaki, Bakangaki, Ngaï Antoine, donc on ne tue pas les Congolais gratuitement. Si on réussit à avoir ces deux choses-là, on ramenera la paix dans l'Est de la République. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, avait promis d'aller habiter à l'Est de notre pays pour les problèmes de l'insécurité. Dernièrement, j'ai vu une délégation de jeunes de l'Est qui était venue prendre le chef de l'État pour l'amener là-bas. Qu'est-ce que vous reprochez au chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, concernant la situation de l'Est de notre pays? Quand je vais encore dire, on va dire... Il est tout le temps en train de reprocher non, au président de la République. Donc, autant mieux ne pas parler de ça. Non, mais attendez, il vous répond... Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je ne reproche rien au président de la République. J'attends des choses du président de la République. Le président de la République, c'est lui le commandant suprême des FARDC. Le président de la République est le seul à avoir prêté serment devant la nation sur la Constitution pour nous protéger et protéger nos frontières. Quoi de plus normal quand il y a des situations compliquées comme ça que de jeter le regard sur le président de la République? Je ne reproche rien, je lance un appel. Je ne doute pas de la volonté du président de la République à travailler pour amener la paix dans cette partie-là. Mais j'attends des choses du président de la République. Je ne reproche rien pour qu'on ne dise pas tout ce que moi j'ai dit. Déborah l'a dit d'ailleurs. Les patrons de l'éducation nationale devant la justice, on l'invite. Pirou Louara était vraiment dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la justice? Que la justice fasse son travail. Que la justice fasse son travail. Qu'est-ce que vous reprochez à Mais c'est pas moi qui l'ai appelé. Moi, je ne suis pas procureur. Je ne suis pas procureur. Comment vous pouvez me poser cette question? Le procureur a lancé une convocation à Willy Bakonga qui doit répondre, je crois, vendredi prochain ou quoi, je ne sais pas moi. Mais attendez, moi, je ne connais même pas les... Même quand vous lisez la convocation, on dit à l'intérieur que les raisons de votre convocation vous seront communiquées sur place. Comment vous voulez que moi je puisse opiner sur quelque chose que je ne connais pas? Et en plus, il ne faut pas oublier que l'instruction, en cette phase-là, elle est secrète. Je suis apprenant en droit, je ne veux pas que mes professeurs ne soient pas fiers de moi. Laissons la justice faire ça. Ma dernière question, est-ce qu'à la ligne où vont les choses par rapport à la situation de l'ère politique de notre pays, est-ce qu'on peut bâtir un pays plus beau qu'avant? Oui ou non? Je pense que... très sincèrement, je pense que nous n'avons pas encore pris de bonnes décisions. Bâtir un pays plus beau qu'avant dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui. Bâtir un pays plus beau qu'avant dépend des postulats que nous posons aujourd'hui. Les gens sont tellement dans les églises qu'ils pensent que tout doit être un miracle. Non. La reconstruction d'un pays, le développement d'un pays, c'est construit. Le succès, la réussite, ça c'est des choses qu'il faut apprendre aux enfants. J'ai dit chaque jour à mon garçon quand il se réveille, réveille tôt, va étudier, ça déterminera ce que tu deviendras demain. Dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, même dans 10 ans, dans 15 ans, si nous ne changeons pas les fusils d'épaule, si nous ne changeons pas notre manière de faire, si nous ne posons pas des postulats plutôt capables de produire des effets dans 10-15 ans, nous ne bâtirons pas un pays plus beau qu'avant, nous bâtirons un pays plus mauvais que ce que nous avons aujourd'hui. La preuve, elle est là. Vous pouvez tout dire de Kabila, mais quand vous regardez la situation aujourd'hui, on commence à voir pire que ce que Kabila a laissé. Au lieu même de stagner, quand vous regardez la situation de la desserte en eau et en électricité, vous allez vous rendre compte qu'à l'époque de Kabila, c'était un peu mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Bâtir un pays plus beau qu'avant n'est pas une question de slogan, c'est une question de travail, c'est une question de la planification, c'est une question de postulats qui vont nous amener vers ces pays plus beaux. À l'heure actuelle, je pense que nous n'avons pas encore posé ces choses-là. Claude Pirou Louara, en tout cas, nous sommes très ravis que vous avez accepté à répondre à nos questions. Maintenant que vous êtes face au Kinois, Banamboka, Bazo Yokayo, Nini Okosenga na Bango, Basala, face Yamakambo Nyonso, et Koleka Namboka Nabiso Namboka. Non, tout ce que je vais demander à Congolais, à Kinois, tout ce que nous devons aimer notre pays. Et si nous sommes à l'île, nous sommes Sala, Lingamboka Nayo, Sala Malao. Nous devons s'aimer l'amour entre nous. Et en plus, au-delà de tout, nous devons bannir la peur et avoir la capacité de regarder nos dirigeants pour leur dire ce que vous faites, ce n'est pas bon. Comment on peut avoir un gouverneur comme Ngobila, Alain Lamouki qui ne peut pas. Il ne nous fait pas l'évaluation, il ne nous dit pas où il trouvera l'argent, ça commencera où? Le président de la République a dit ses chapeaux qui a mis ses bulots. Et s'il a aboyé, on ne nous dit pas ça pendant, c'est compliqué. Aussi longtemps que tu as conscience collectivité pour réclamer et exiger des choses de la part de ceux qui ont les mandats publics à notre nom, voilà. Merci beaucoup, Claude Pirou. C'est moi qui vous remercie. Merci, Déborah Makumba, Shadrach Balabébé, merci. Allez, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cet entretien. Tokongapi Presse, écrivez-nous, aimez cette émission, partagez et je crois, selon le programme, tous les jours,
Vous allez vraiment nous suivre toutes les semaines sur Tokomep Télévision pour quand même savourer l'actualité de l'ère. Merci. Ciao, ciao.